BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Alors ce sont aussi les émergents qui font l'actualité pour des raisons diverses et variées. On va parler un petit peu de ces émergents qui nous ont occupés notamment, enfin je dis notamment au mois d'août, mais depuis un certain temps déjà. Bruno Vanier est avec nous pour en parler. Bruno, bonjour. Bonjour. Bienvenue, président de Gemway Assets. De l'actualité autour du Mexique, de l'actualité autour de l'Argentine, du Brésil, de la Turquie, de la Chine, j'en passe. Oui, c'est vrai que ces émergents se rappellent à notre souvenir là depuis quelques mois, Bruno. Ah, effectivement, depuis quelques mois, quasiment depuis le début de l'année, depuis les plus hauts de janvier, on a quand même des baisses assez fortes. L'indice global émergent perdait en tout cas au plus bas du mois d'août plus de 20%, donc qui mettait, on va dire, officiellement en bear market. Bien sûr, des baisses qui sont pour lesquelles on a bien évidemment un certain nombre de raisons. Il n'y a pas qu'une raison qui explique tout ça, mais clairement le fait que le dollar soit fort, et encore une fois le dollar était très fort il y a encore une semaine. Bon, depuis il a rebaissé un peu, notamment contre les grandes devises, mais la force du dollar implique bien sûr des sujets de financement à court terme pour les économies émergentes et des sorties de capitaux, voilà, sur ces pays qui effectivement ont profité d'une politique monétaire accommodante aux États-Unis pour. Voilà. Alors on peut pas forcément dire qu'une hausse des taux aux États-Unis est négative pour l'ensemble des actions émergentes. Si on regarde le passé, c'est pas forcément le cas. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus fin dans cette analyse. En revanche, la hausse du dollar, elle, est un sujet, et notamment pour les pays émergents, on va dire les plus faibles. La Turquie en est le parfait exemple, l'Argentine également. Des pays qui ont besoin, notamment pour la Turquie, d'un financement à court terme en devise important. Forcément, le renchérissement de cette devise, notamment le dollar, lui pose un souci. On a vu bien sûr la lire turque décrocher massivement, avec un risque non négligeable quand même de contrôle d'échange. Alors il faut dire que la politique économique du président Erdogan n'est pas forcément celle que les marchés attendraient ou voudraient voir opposée à toute hausse des taux d'intérêt pour contrecarrer une inflation qui est quand même assez forte, exactement. Donc clairement là on a un sujet qui est particulier. Alors est-ce que ce sujet turc peut faire l'objet d'une contagion sur les autres pays émergents? C'est possible, bien évidemment. Parce que... Alors, question sans réponse, Bruno, mais les choses se sont emballées au début du mois d'août. Décision de Donald Trump de doubler les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Il y a eu un emballement, chute de la livre, et puis... Bon, finalement, les choses se sont tassées. Les marchés ont été fermés en Turquie. Ils ont ouvert hier. Le livre turc chuté, mais voilà, pour l'instant, on en est là finalement. Voilà, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu quand même un événement. Il y a eu Jackson Hole qui donne peut-être des perspectives un peu plus favorables sur les perspectives de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. En fait, qu'on aura une hausse, mais graduelle. Voilà, c'est ça. Et cette hausse est quand même bien documentée. Donc, il n'y a pas de, je dirais pas qu'elle soit fondamentalement négative au jour d'aujourd'hui. En tout cas, elle est bien connue, quoi. Et le fait qu'on pourrait avoir un infléchissement à mesure du fait que l'économie américaine, ou surtout le consommateur américain, soit un peu moins dynamique dans les 12 prochains mois que dans les 12 derniers, quoi. Et ça, effectivement, c'est plutôt à la marge négative dollar, en fait. Et si le dollar baisse, ce sera effectivement une bouffée d'oxygène pour ces pays qui sont effectivement dans une situation très difficile. Bien sûr, on a parlé de la Turquie, qui est un cas vraiment en plus particulier du fait de son président. L'Argentine est vraiment plutôt dans un cas classique, on va dire. L'Argentine a souffert considérablement. N'oublions pas qu'en dollars, ce marché a baissé de plus de 40%. Beaucoup de titres ont baissé de 50-60%. Donc le mal est fait quand même en grande partie, quoi. Et on pourrait voir quand même une situation qui pourrait être meilleure l'année prochaine. Donc vraiment, ne soyons quand même pas trop pessimiste à un moment où une grosse partie de la baisse est faite quand même. L'Argentine, où le peso continue lui aussi de se déprécier évidemment face au dollar. Difficulté aussi du côté du Brésil. On peut dire un petit mot du Brésil dont on parle assez peu, même si on est à la veille d'élections qui risquent de faire beaucoup de bruit en octobre prochain. C'était 28 octobre. Voilà, alors ça fait déjà un certain bruit quand même, parce que effectivement là aussi on est dans une situation assez relativement inédite en termes de candidats à ces élections présidentielles, parce qu'on a un candidat qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui est plutôt un candidat catalogué extrême droite. Catalogué extrême droite, on va dire droite assumée ou légèrement populiste, on va dire, ou populiste.
Et donc effectivement ça fausse un peu la comparaison par rapport à d'autres élections, parce qu'on n'avait pas ça au cours des dernières élections, en tout cas sur les 3 ou 4 dernières. Indéniablement, ce candidat a le vent en poupe en ce moment. Et clairement, entre lui d'un côté et M. Haddad, qui serait le candidat Pitti si jamais Lula ne se présente pas. Alors, parce qu'il faut rappeler que Lula est en prison, voilà, incarcéré depuis avril dernier pour une peine de 12 ans de prison pour corruption, voilà, et qu'il est malgré tout le candidat favori des sondages aujourd'hui, et qu'il est en train de négocier sa libération. Alors, tout ça reste très, très incertain et extrêmement difficile à prévoir. En tout cas, c'est effectivement si tant est qu'il devenait, on trouvait une solution pour qu'il soit candidat officiellement, c'est sûr que les marchés réagiraient relativement négativement et la devise également, quoi. Mais j'ai envie de dire, en dehors de lui, on a un candidat très très à gauche qui est M. Gomez, qui pourrait remettre en cause un certain nombre de réformes qui ont été engagées par le gouvernement actuel. Les autres sont pas forcément aussi dangereux, j'ai envie de dire, que le marché pourrait le penser. On a besoin de clôturer, j'ai envie de dire, cette incertitude, mais elle sera réglée début novembre. Qui serait le candidat idéal des marchés pour vous, très clairement, aujourd'hui? Ackmin serait bien sûr le candidat idéal, qui est le PSDB, donc plutôt centre-droit. Sauf qu'il plafonne quand même dans les sondages à 8-9% à peu près. Alors son temps de publicité, temps de parole à la télévision est considérablement supérieur aux autres, donc sa cote pourrait évoluer favorablement dans les semaines à venir, mais quand même on est en droit quand même de se poser la question de savoir si c'est le bon candidat. On dit un petit mot de la Chine quand même, parce qu'il se passe pas mal de choses autour du yuan chinois, qui a remonté suite à certaines mesures prises par les autorités en fin de semaine. Ça donne un petit peu on a lu des commentaires comme quoi les analystes étaient quand même rassurés de voir la Chine opérer dans ce sens, faire remonter le yuan pour casser les accusations selon lesquelles elle chercherait à contrecarrer les effets de la guerre commerciale avec l'Amérique. Au-delà de ce sujet, justement, qui est un sujet assez brûlant à court terme, ce sont les négociations commerciales sur les tarifs éventuels ou tarifs existants déjà entre la Chine et les États-Unis, qui risquent, à mon avis, d'être un sujet qui va se clôturer au moment des élections de mi-mandat aux États-Unis. Néanmoins, effectivement, la Chine n'a pas forcément envie d'être accusée de faire baisser sa monnaie. Même encore une fois, si sa devise est vraiment, c'est un panier de monnaie maintenant, qui est un système qui est mis en place depuis fin 2015 maintenant, qui fonctionne relativement bien. Et là-dedans, et bien sûr, le dollar est prépondérant, mais les autres monnaies comme l'euro, comme le yen également. Donc, si l'euro baisse contre le dollar, ce qui était le cas jusqu'il y a une semaine, bien évidemment, ça a un impact négatif sur le yuan. Alors, le yuan a baissé un peu plus quand même depuis quelques semaines que ce panier théorique. Dont les poids sont théoriques pour le moment. Il faut dire qu'au début d'année, sur le premier trimestre, il avait moins baissé que ce qu'il aurait dû quelque part. Donc il y a un petit rattrapage à ce niveau-là. On ne peut pas vraiment accuser la Chine de vouloir manipuler sa devise à la baisse pour des raisons mercantiles. Le grand sujet de la Chine, c'est de faire de son yuan une devise internationale, peut-être une devise de réserve. Et pour ça, son seul modèle, c'est le modèle du Deutschmark. On l'a souvent répété ici. C'est le modèle d'une devise relativement forte, stable en tout cas, bien sûr qui peut fluctuer d'un jour à l'autre, mais dont la stabilité quand même assez ancrée dans l'esprit des investisseurs. Je rebondis sur ce que vous avez commencé à expliquer avant que je ne vous interrompe, et je m'en excuse. Vous disiez l'échéance de ces élections de mi-terme pourrait clore l'épisode des derniers mois d'une certaine façon. Possible, pas forcément. Pour vous tous, pour vous tout s'arrête. Non, ce serait peut-être trop optimiste de dire ça, quoi. Mais c'est vrai que on comprend bien que Trump a un objectif court terme très marqué et très affirmé, c'est de gagner de faire en sorte que les républicains gagnent ces élections. Ça lui arrangerait bien sûr ses affaires. Et j'ai envie de dire,
appuyé sur le sujet du commerce international, du fait que les États-Unis ne sont pas les gagnants de ce commerce vis-à-vis notamment des Chinois, qui sont le partenaire principal. C'est électoralement positif pour lui, en fait. On a vu sa cote de popularité presque être proportionnée à la teneur de ses tweets. Donc clairement, on voit mal comment il pourrait relâcher le sujet avant ces élections. Une fois que ce sera fait, alors bien sûr, on ne présume pas qu'on arrive à un accord avec les Chinois de quelque forme que ce soit avant les élections. Avant. Si c'est le cas, ce serait même assez malin de sa part, d'une certaine manière. Après, j'ai envie de vous dire, quelle forme d'accord trouver finalement entre les deux parties? Et finalement, on voit bien, on va parler de l'accord avec le Mexique, là. On voit bien ce qui est important pour les investisseurs, c'est qu'il y a un accord, finalement, quel qu'il soit, d'une certaine manière. Ces accords sont relativement compliqués, quand même, et ils ne sont pas drastiques. On voit bien l'accord signé entre le Mexique et les États-Unis, à part sur le domaine de l'automobile, sur lequel il y a eu un certain nombre de points assez précis. Il n'y a pas un contexte fondamentalement différent de ce qu'on avait avec le NAFTA. Donc, bien évidemment, on pourrait avoir une certaine forme d'accord avec la Chine. La Chine, du reste, a fait un certain nombre de pas vers la position américaine. Elle est tout à fait encline à le faire. Alors, finalement, s'il y a ça avant les élections, et je le répète, ce serait assez malin de la part de Trump, qui pourrait se targuer de dire voilà, j'ai mis la pression et finalement on arrive à un accord. Donc on est vraiment in charge, comme il dit. Bon, en attendant, donc ça ce serait positif. En attendant cet accord là, effectivement, avec le Mexique, là, c'est plutôt encourageant pour vous. C'est perçu effectivement comme le fait que ça valide en tout cas la stratégie de Trump, qui est de dire relever les droits de douane, c'était une stratégie pour arriver à un accord. Voilà, en fait, tout est bon de son point de vue, tout est bon pour arriver à un accord qu'il pense être meilleur. Alors après, seul l'avenir le dira, quoi. Mais de mettre une certaine forme de pression, comme il a pu le faire sur la Chine avec les tarifs, sont sa manière de négocier. Je crois que les Chinois comprennent ça assez bien, quoi. Ils sont pas forcément rentrés dans un jeu vraiment de tac for tac, et sans perdre aussi la face du point de vue de leurs concitoyens. Donc, ils s'emploient à répondre une fois que les Américains décrètent de nouvelles mesures pour montrer qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas été les précurseurs de... Exactement. Et à la fin, on pense que M. Xi Jinping sera un des champions du commerce international, ce qui... Érigé en champion du libre-échange à Davos il y a un an. Exactement. Alors, ce qui peut être perçu comme étant un peu cocasse. Voilà pour ces émergents. Alors, dernière question, on parle avec vous des émergents, mais enfin, on nous a souvent expliqué depuis ces années qu'il ne fallait pas dire les émergents, qu'il y avait du tri et des différenciations à faire au sein des émergents. Alors après, c'est juste une histoire d'un mot, simplement, c'est une définition. Donc, ce qui nous intéresse, nous, qu'on n'achète pas dans notre fonds d'actions émergentes, on n'achète pas l'émergent, on achète des actions de sociétés qui travaillent dans ces États, qui opèrent dans ces environnements, où quand même on peut pas dire le contraire. On a encore un contexte de croissance qui reste assez bon quand même. La Chine a un niveau de croissance qui reste élevé, même s'il a ralenti, même si on perçoit... Même si à chaque fois que des mesures sont annoncées, ça inquiète autant que ça rassure. Ça rassure parce que des mesures sont prises, mais ça inquiète aussi sur le fait que peut-être il y a un ralentissement d'une ampleur qu'on ne donne pas, qu'on ne s'explique pas officiellement. En Chine, ce qui est important, c'est que il y a toujours la bonne croissance et de la mauvaise croissance. Et on a sans doute fait beaucoup d'excès de croissance en Chine, notamment dans l'investissement, dans les infrastructures. Et là, clairement, il y a une volonté très forte des autorités de Pékin pour réduire ça, et notamment réduire son pendant financier, qui est ce qu'on appelle le shadow banking, qui, à mon avis, si l'État n'avait pas pris un certain nombre de mesures là-dessus, aurait inquiété à des niveaux bien plus élevés les investisseurs. Donc, on peut s'estimer, j'ai envie de dire, heureux de cette politique très ferme et qui se traduit forcément par un ralentissement de l'infrastructure, mais encore une fois, c'est un ralentissement d'une croissance qui n'est pas de nature à créer de la valeur de manière importante. En revanche, quand on regarde la consommation, ou j'ai envie de dire la sphère privée chinoise, elle reste bien orientée. Alors la consommation, les chiffres ont légèrement décéléré récemment, mais c'est surtout dû
à l'automobile, parce qu'il y a des taxes qui vont être enlevées à partir du 1er juillet. Donc il y a effectivement des achats qui n'ont pas été faits, qui auraient pu être faits, qui vont être transférés sur l'été, peut-être dans les semaines à venir. Donc globalement, on n'est pas inquiet, nous, ni sur le yuan qu'on estime être à son niveau, ni sur les perspectives de l'économie chinoise qui opère sa transition vers une économie de consommation. Alors bien sûr, on a des sujets d'inquiétude que sont les pays les plus faibles, la Turquie, l'Argentine à plus court terme, le Brésil, les élections, difficile à dire ce qui va se passer. Mais tout ça est assez court terme finalement. Je pense que d'ici novembre, une fois que les élections brésiliennes seront passées, une fois que les élections de mi-mandat aux États-Unis seront passées, on risque justement de passer à autre chose, sur 2019. Et là, on verra que 2019, finalement, les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt américains, elle est en partie derrière nous, même si on aura peut-être encore une ou deux en 2019, mais les marchés auront intégré. On aura un dollar peut-être qui aura fait son plus haut et qui sera plutôt, sans être très baissier, sera plutôt orienté un peu à la baisse. Tout sera plutôt fondamentalement positif pour les émergents. Peut-être le nouveau réveil des émergents, donc dans quelques mois, passer ces échéances de court terme. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vanier, président de Gemway Assets, avec nous sur BFM Business. 16h.